Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Eh bien, bonjour, Richard. Mais bonjour le magnifique, ça va? Ça va. Est-ce que ta quinzaine a été ludique? Oui, étonnamment, je te raconterai ça après parce que je crois que toi, ta quinzaine a été très très ludique, car figure-toi que je fais partie des 58 abonnés de notre compte Instagram et Mhm. j'ai vu que tu étais dans un endroit très ludique la semaine dernière. L'endroit dont tu parles n'était pas si ludique que ça. Oui, alors, du coup, pour ceux qui ne suivent pas notre Instagram, honte à eux! J'étais à Ludiverse, la première édition du Ludiverse, un festival de jeux de société, de jeux de rôle et de jeux de figurines. Alors, du coup, là, j'ai donné un ordre, mais c'est clairement pas l'ordre qu'il faudra suivre parce que c'était clairement un festival de jeux de figurines. Parce qu'il y avait deux étages. Un étage était pour les tournois de jeux de figurines. Alors, je pense que les gens qui font de la figurine étaient aux anges. Parce que c'est extrêmement dur de trouver des gens qui jouent aux jeux de figurines. C'est dur d'organiser des tournois. Là, tout est fait, tout était réalisé. Il y avait pour toutes les sortes de jeux de figurines, que ce soit du Warhammer, que ce soit autre chose, parce que je ne connais pas autre chose, parce que je ne joue pas aux jeux de figurines. Non, mais là, vraiment, franchement, il y avait pour tous les types. Il y avait des jeux qui se passaient dans le désert, des jeux qui se passaient dans le japonais féodal. Tout, il y avait tout. Toi, t'es pas dans ce bail des jeux de figurines, toi? Non, et c'est une ruine financière. C'est plus une ruine que du Magic ou quoi, hein. Parce que, en plus, financière et chronophage. Parce que faut acheter les figurines, faut les peindre, trouver des gens. Une partie, ça dure 1 heure minimum, grand minimum. Ensuite, tu te rends compte que t'as fait de la merde parce que tes figurines, c'est du caca. Faut que tu en achètes des plus chères. Faut que tu les repeignes. Faut que tu les retentes. Ah, maintenant c'est bien, mais en fait, t'es pas dans la méta. C'est trop, c'est trop. Hmm. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation des jeux de figurines. Mais Et donc Ludiverse, vas-y, continue. du coup, le divers, bah, il y avait aussi une grande partie jeux de rôle. Enfin, à part des gens qui vendaient des livres et des jeux de rôle, truc de fou. Il y avait Fibre Tigre. Mais je sais, et il y avait toute l'équipe même. Eh oui, non, je ne connais que Fibre Tigre. Ah, bah, tu as croisé mon idole, bravo. Il était chouette? Je sais pas, bah, il a vu que je l'avais vu. Du coup, il a fait un instant. Et après, je suis parti. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Et après, il y avait Asmodée qui avait un énorme stand de jeux de société. Il y avait, en vrai, devait y avoir 10 stands de jeux de société. 2 tiers étaient le stand d'Asmodée. Hmm. Et voilà, c'était sympathique. Ça faisait une bonne après-midi. Mais à 15 € la journée, 30 si t'avais pris les 2 jours parce que tu te disais ah, il y a un festival de jeux, je vais passer tout mon week-end là-dedans, je vais y aller. Bah non, tu Hmm. auras passé une demi-journée, c'était sympa, mais voilà. Euh, Ok. Paris ludique, c'est 10 € les 2 jours, hein. Enfin, les 2 jours et demi. Voilà. Et là, Mais est-ce qu'il y a des jeux de figurines? il y a moins de jeux de figurines. C'est vraiment Hmm. un festival de jeux de société. C'est un peu ce qui nous intéresse sur cette chaîne. En tout cas, Oui. nos 14 abonnés, eux, sont intéressés par du jeu de société, j'imagine. Alors attends, tu lances des chiffres. Vous lancez des chiffres, monsieur. Je ne peux pas vous laisser dire ça. 14 abonnés. Spotify. Tout à Mais il y a fait. bien, il y a peut-être des abonnés ailleurs. Il y a 56 abonnés Instagram ou 58. Je ne sais plus. Spotify ne représente que 20% de nos écoutes. Ouais, tu vois. Donc, il y a 2 abonnés YouTube qui sont moi et une membre de l'équipe. Heu, nous ne pouvons confirmer ou infirmer ces dires, monsieur, nous ne sommes pas sûrs de l'identification de ces gens-là. Voilà. Leur identité reste secrète. Bah écoute, moi, ma quinzaine, alors elle a été étonnamment ludique, parce que bon, comme d'habitude, j'ai joué avec personne, mais je me suis acheté un jeu. Oh! Mais oui, parce que tu sais, je suis toujours à la recherche des jeux solo. Mais oui. Et il se trouve que, bon, je comptais en parler à la fin de l'épisode pour le jeu qui fait de l'œil, mais du coup, je le fais maintenant. J'ai un compatriote qui vient de la même ville que moi, qui s'appelle Fabien Olicard. Et Fabien Olicard, il est fan de jeux de société, figure-toi. Et donc, il a sur Insta recommandé 2 jeux. Et les 2 jeux ont l'air ouf. Donc, il y en a un, c'est mon jeu de la semaine, enfin, mon jeu qui me fait de l'œil. Ouais. Et l'autre, je l'ai acheté. Ça s'appelle Palm Island.
Et donc c'est disons que c'est un jeu de gestion où tu dois développer une île. Je prends du bois, je construis un temple, tu vois, des trucs comme ça, classiques. Ouais. Mais ça se joue dans la paume de ta main. Et normalement, t'as rien besoin d'autre que de tenir les cartes dans la paume de ta main. Et t'as un système de rotation des cartes et d'ordre des cartes pour les faire évoluer, produire plus, stocker des ressources, les payer, etc. Et oh, en vrai, c'est hyper sympa. C'est à la fois jeu solo, jeu compétitif, jeu coopératif, suivant le set de cartes que tu prends au début. Franchement, c'est assez chouette. J'ai fait 2 parties pour l'instant. Bah, la proposition est originale. À ceci près que je trouve que c'est pas très simple à garder dans la main quand même. Mais tu peux jouer debout dans la queue du concert, tu vois. Ouais, je pense que je regarde pas le bon jeu parce que là, j'ai Palm Island, mais Ah, il y a c'est des cartes. Palm Island, Palm, comme ça veut dire une île dans la paume, quoi, dans Ouais, la ouais, paume de ta ouais, main. Palm Island. Et il en a fait Mais un autre qui s'appelle Palm, je sais plus quoi, mais c'est plus du tout le même setting. C'est des scientifiques et tu fais des expériences. Je me souviens plus. Enfin, la même idée, quoi. Tu peux jouer debout, tu t'as pas besoin de table. ok, bah, Donc, ça a l'air donc sympa voilà. Ouais, non, non, c'est très chouette. à tester. C'est pratique, tu vois. Je peux y jouer Et, quand je suis assis par terre avec mon enfant et qu'il est calme, ben, je peux y jouer. Donc c'est plutôt chouette. eh ben, très bien. Ça ressemble un petit peu au jeu de la semaine que j'ai moi-même Oh! vu. Bah, du coup, je te propose de commencer. On peut Mais peut-être oui, faire un commençons. petit sommaire. J'ai Allez, complètement. Je sais plus du tout qui avait fait le sommaire de la dernière fois. c'est toi. Pour moi, c'est toujours toi qui fais le sommaire, mais tu veux Ah qu'on bon? alterne? Je fais le sommaire si tu veux. Ah ouais, pour moi, on alternait, hein. Ah, bah, tu vois, moi j'avais l'impression que c'était tout le temps toi, mais ça me va très bien, moi j'adore. Alors, attends, sommaire. Plof. Donc, d'abord, nous allons tester un jeu, comme chaque quinzaine, et ce jeu, ce sera Boop. B-O-O-P. Ensuite, on va aller faire une partie de Boop sur YouTube. On reviendra ici faire le classement, notre classement officiel et scientifique. Ensuite, nous aurons une question de la semaine. Et notre question, c'est est-ce que les Kickstarter, c'est bien pour les jeux de société? Donc, on va discuter de ça. Moi, je pensais pas que ça allait finalement beaucoup m'inspirer. Et finalement, j'ai un avis assez clair. Donc, je suis plutôt content. Oh. Proto de la semaine, ce sera Mhm. jeu coopératif. Trouver l'équilibre entre coordination et effet leader. Et ensuite, nous aurons tout simplement le jeu qui nous fait de l'œil. Il nous fera bien de l'œil, ce jeu. Et il nous Ouais, fera ouais, bien ouais. de l'œil. Et voilà. Du coup. Let's play. Putain, faut que je les refasse. Comment ça? Non, il faut vraiment que je les refasse, ces jingles, j'améliore la voix dessus. Ouais, tu sais quoi? Je ferai des propositions la prochaine fois. Ah, trop bien! Ça changera un petit peu. Ouais, et puis il faudra trouver une façon pour que Craig prenne ses sons parce que c'est pas possible. Craig, tu fais le travail qu'à moitié là. Ok, on te demande beaucoup, mais quand même, Je vais me noter de chercher la raison. Craig est nul. Cette semaine, test de Boop. Je présente Boop. Vas-y, présente Boop. Alors, Boop, c'est un petit jeu édité, en France en tout cas, par Lucky Duck Games. Donc Lucky Duck Games, on les connaît très bien pour Skyteam, Dune Imperium, Cascadia. C'est designé par Scott Brady. Alors Scott Brady, il a fait un jeu qui a l'air chambé, mais je l'ai jamais testé. Hues and Cues, où il faut deviner les couleurs là. Oh, Il j'ai a aussi testé, fait. c'est extraordinaire. Ouais, bah ça a l'air trop bien. Ah, c'est vraiment cool. On se pète la tête à essayer de trouver des indices, et les gens, ils ont pas les mêmes rêves que toi, ils font n'importe quoi, t'es dégoûté. Ah, mais franchement, ça a l'air très très cool. Ensuite, il y a If Zen, que je connaissais pas, et Caution Signs, que je connaissais pas. Enfin, c'est les 3 jeux que j'ai sélectionnés. C'est illustré par Kurt Covert. Et Kurt Covert, il a fait Sutaku, Cutthroat Caverns ou Paramedics Clear. Aucun Oh, jeu que je connaisse non plus. moi non plus. Alors, dans Boop, qu'est-ce qu'on fait? On doit être le premier joueur à aligner 3 chats, diagonalement ou orthogonalement, donc c'est-à-dire verticalement, horizontalement ou diagonalement. On commence avec 8 chatons chacun, et on a 8 chats chacun en réserve. On essaye d'aligner 3 chatons sur le plateau, et si on y arrive, on a réalisé un boop. Et on retire les 3 chatons qu'on remplace par 3 chats. Mais attention,
chaque chaton qui arrive sur le plateau pousse tous les pions adjacents d'une case, sauf ceux qui sont réunis en paire. Si un pion est poussé hors du plateau, il retourne dans sa réserve d'origine. Et enfin, les chats peuvent pousser des chatons ou d'autres chats, mais les chatons ne peuvent pas pousser les chats. Est-ce que ça te semble bien ce résumé? Tout à fait. Est-ce que tu as dit que les chats qui tombent du plateau reviennent dans la main? Ah non, j'ai dit que ça revenait dans la réserve. Ah oui, oui, ils reviennent dans la réserve, tout à fait. Mais du coup, ça veut dire que tu peux les reposer? Moi, je pensais que c'était Oui, éliminé oui, du coup. non, 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 tu peux la reposer. Et si tu poses tous tes chats ou tous tes chatons, enfin si tu poses tous tes chatons, un chaton sera enlevé et deviendra un chat. Si tu poses tous tes chats, tu as gagné aussi. Ok, d'accord. C'est une condition de victoire, poser tous ces chats. J'étais plus sûr d'avoir donné la condition de victoire principale. Ah c'est ça, oui, oui, oui. Bah, en Ok. fait, soit tu as posé 3 chats, de façon alignée, soit, tu n'as plus de chatons et que tous tes chats sont posés et là c'est gagné aussi. Et donc, eh ben, vous allez assister à quelque chose qu'on voit plutôt en Coupe de France d'habitude de foot, c'est-à-dire que le petit poussé contre le PSG, puisque le magnifique ici présent a vérifié tout à l'heure et a joué 98 parties de boop sur BGA, tandis que je jouerai ma première. J'essaierai de ne pas gagner trop vite, pour tenir en haleine nos téléspectateurs. C'est très aimable, monsieur magnifique. Ce que je te propose, c'est que nous, on file sur BGA et donc sur YouTube pour aller faire notre petite partie. Mmh. N'hésitez pas, le lien est dans la description à aller regarder ça. Et on revient plus tard. Et ben, à plus tard! Pendant ce temps, dans le futur. Alors, vous n'êtes jamais partis, mais nous si. Nous avons joué à Boop, un jeu magnifique où il faut pousser les chats pour avoir d'autres chats et aligner des chats. Il y a plein de chats partout. La marquise est conquise. Ah non, elle dort. Elle fait que dormir quand elle joue pas, hein. Bah, c'est Pourquoi un elle chat, mange quoi. aussi? Bah ouais, ouais, mais elle est tellement mignonne. Alors, du coup, Boops, qu'en as-tu pensé? Écoute, mieux que ce à quoi je m'attendais. J'avais, pour faire écho à un ancien épisode qu'on a enregistré il y a bien longtemps, j'avais un a priori négatif avec le nom, l'univers, le matériel, etc. Et finalement, c'était étonnamment bien. Après, voilà, c'est loin d'être mon jeu préféré, hein, mais si la prochaine fois qu'on se voit, tu me dis ah, tu veux faire un petit boop, bah écoute, pourquoi pas un petit boop. Mais j'en ferai pas 30 parties non plus. Mais je reconnais que c'est un jeu qui a de la profondeur, qui est chouette. Donc c'est pas mal. OK, OK, OK. Ouais, bah, moi, comme on a entendu dans le let's play, j'ai une petite un peu moins d'une centaine de parties à mon effectif et j'en ai un peu moins de 100 parce que je ne trouve pas de joueurs sur BGA. Le jeu est désavoué. Jouez à Boop, vous me trouverez peut-être et je jouerai avec vous et je vous défoncerai sans doute. Ou pas, hein, ou pas. Du coup, conseil tactique de Boops. J'ai cru comprendre que tu en avais. Oui, j'en ai, mais est-ce que ça vaut le coup que je les donne, sachant que c'est toi l'expert? Bon, bah, je veux bien donner quelques conseils, mais c'est vrai que Vas-y, bon, vas-y. j'ai pas forcément beaucoup comparé. Bah, comme je dis, je vais répéter ce que j'ai dit dans le let's play, hein, pour les gens qui n'ont pas écouté le let's play, honte à vous. Il y a 3 zones sur le terrain de Goop. Il y a la zone centrale, les 4 carrés du centre, où il est mieux de poser des chats. Le carré du milieu, où bah, du coup, normalement, vos chats du centre, ils vont arriver dans le carré du milieu. Poser un chat dans le carré du milieu, c'est sympa quand vous pouvez dégager des chats adversaires, mais sinon ça n'a pas forcément d'intérêt. Sauf si vraiment la tactique que vous êtes en train de mettre en place le demande. Et à vraiment éviter, sauf si vraiment ça vous donne un avantage tactique, mettre un chat dans le carré extérieur, parce que là, votre chat, il est sensible à être directement poussé par les chats adverses, et c'est pas ce qu'on veut. Ok. Quoi d'autre? Il y a des patterns. Ben, du coup, comme on l'a vu dans le let's play, regardez le let's play, hein. Il y a la forme du L où vous avez, un chat en haut, une case plus enfin 2 cases plus loin, un chat en bas, 2 cases plus loin, un chat à gauche ou à droite. Ça, c'est une forme de schéma qui vous permet facilement de faire, des chats alignés. Il y a plusieurs types de schémas qui vous permet d'avoir des chats alignés. Sur le forum de BGA, il y a tout un forum qui parle de ça. Allez le voir parce que, expliquer à l'oral, c'est impossible. Je vous conseille de chercher un petit peu. Hmm. Vas-y, peut-être que d'autres choses me reviendront.
Alors moi j'étais allé voir un forum, stratégique sur, Board Game Geek et Mmh. j'ai trouvé un petit post, il y avait pas grand chose, hein, mais j'ai trouvé un petit post qui avait été écrit par un monsieur qui s'appelle Kiwimaru, que je vous encourage à aller lire. Je mettrai le lien dans la description. Mais donc, d'abord il racontait des choses que tu as déjà dites dans le let's play et dans ses conseils stratégiques sur le fait que tu puisses diviser le plateau en 3 zones, donc centre, milieu, bord, sachant que les bords, faut pas y aller. Son conseil tactique principal, c'est de pousser les adversaires vers le bord et d'essayer de ne jamais aller vers le bord. Ensuite, grosso modo, il indique que quand on va jouer un pion, une bonne manière de considérer les bonnes cases, c'est les cases où tu peux pousser le plus de pions de l'adversaire possible. Voilà. Une bonne manière de te décider, a priori, ce serait ça. En tout cas, ça fait partie des cases intéressantes ou prioritaires à envisager. Ah ça, tu l'as vu tout de suite d'ailleurs, hein? Ouais, 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 ouais. C'est gentil, t'es gentil. Il fait des schémas avec les différentes configurations que tu évoquais. Mmh. Donc, idem, allez voir, il a des imprimes écran, c'est très bien fait. Dernier conseil que j'ai noté, grosso modo, votre objectif second, pourrait-on dire, mais qui est un corollaire en réalité, c'est d'essayer de toujours disperser les pièces adverses, essayer de limiter au maximum les zones de paires et surtout, au-delà de ça, même éviter les carrés de 4 par exemple. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas vous empêcher de disperser ces pièces. Voilà. Ouais, bah, du coup, 2 autres conseils me sont revenus pendant que tu faisais ton laïus. Le premier objectif dans Boop, c'est vraiment transformer ses chats. Enfin, de transformer ses chatons en chats. Si vous arrivez, par miracle, d'avoir des chats et que votre adversaire, le tour d'après, n'en ait pas, vous avez vraiment un avantage tactique. Là, dès que vous essayez enfin, dès que vous arrivez à faire en sorte que votre, adversaire ne puisse pas avoir de chat, vous avez virtuellement gagné. Parce que vous avez transformé, vos chatons en chats un par un, s'il le faut, en les posant tous vos chatons et l'adversaire ne pourra rien faire, car vous aurez l'avantage d'avoir des chats immuables, imbougeables, tel le roc et c'est vraiment très fort. Et comme on Quand l'avait tu dis dit, Le Rock, pardon, quand tu dis Le Rock, c'est Dwayne Johnson ou c'est le film Le Rock avec Nicolas Cage? je ne connais pas le film Le Roc avec Nicolas Cage. Honte sur toi, honte sur toi. Bah écoute, voilà ton film à regarder cette semaine, il est vraiment trop bien. Avec Mais Nicolas Cage et Sean Connery. mais Nicolas Cage, il a pas fait 10 000 films, dont une tannée de nanars. Eh oui, mais celui-là, il est incroyable. Parce que, d'ailleurs, moi j'ai jamais vu, Dwayne Johnson et The Rock dans la même pièce. Alors que c'est la même Attends, personne. je me trompe pas, c'est bien lui qu'on surnomme The Rock, je suis pas fou. Oui, 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 ouais, c'est Oui, j'ai cru que je m'étais une trompé. Mais boutade. je t'ai complètement interrompu, j'en suis désolé. Reprends le magnifique. Ah, il y a pas de souci. Et du coup, deuxième dernier conseil tactique, c'est pas forcément très intéressant de transformer tous ces chatons en chats, parce que les chatons offrent, une possibilité, de contre que n'offrent pas les chats. Par exemple, si vous avez, si l'adversaire a des chats et que, il est plus avantageux de ne pas les bouger, ben, jouez un chaton. Et du coup, vous pourrez bloquer un espace, sur l'aire de jeu, sans forcément bouger les chats. Et ça peut être intéressant, selon, vous êtes. Après, ça vous empêche de faire la victoire par poste de chat. Ce qui est une victoire à long terme. Je conseille pas forcément, de viser cette victoire, sauf si l'adversaire joue vraiment très défensif. Hmm. Voilà. Et du coup, comment classerais-tu Boop dans notre classement officiel et scientifique? Alors, moi, je fais une remarque en regardant notre classement, là. Dans notre classement, la plupart des jeux qui sont en haut du classement sont des jeux à 2 joueurs. À Hmm. part Qbert qui est arrivé là par miracle, tels des oiseaux carrés qui ont virevolté. Je trouve qu'en termes de jeux à 2 joueurs, Boop est largement supérieur à Duel pour Cardiac, qui était très sympa, qui était très bien, mais Hmm. qui n'avait pas, cette beauté, cette simplicité, cette épure qu'a Boop. Je trouve que Feu Altered, bon, maintenant, vu son histoire, n'a peut-être, plus sa place. Et je trouve que Boop est clairement meilleur que Toy Battle. Non, est-ce que Boop est meilleur que Qbird? Je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là. Mais moi, je le mettrai en 4e place. Voilà. Je suis d'accord pour tout ce que tu as dit. Moi, ma question, c'est
4 ou 5 en fait. Parce que, oui, Boop, il y a une épure, etc. Il est très facile à expliquer. Il est visiblement très stratégique. Je trouve ça quand même difficile. Je trouve que Altered et Toy Battle, comment dire, ils apportent des mécaniques de jeu qui me semblent plus originales quand même que Boop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve qu'il y a Ouais, une nouveauté qui est chouette je vois ce que tu veux dans dire. les deux. En revanche, effectivement, Altered, ça s'est effondré. Donc, pourquoi pas dire que. Bon, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans le TCG, je trouve que Altered apporte beaucoup plus de nouveautés que ce que fait Boop dans le jeu. Je sais pas quel type de jeu ce serait. Ah, j'ai pas regardé les mécaniques de jeu, tiens. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait J'ai le tour des oublié. mécaniques. Ah oui, bah attends, Ah, je regarde vite teuf. revenons. Il y a du grid mouvement, ce qui Ouais, oui, bah c'est logique. du pattern building, ben, c'est ce qu'on a dit Oui. dans les conseils tactiques, il faut faire des patterns. Course, est-ce que, bah, comme je l'ai dit, Mhm. le premier qui a des chats, alors que l'autre n'en a pas, effectivement, est beaucoup plus désavantagé. Du slide and push, mais du coup, là, c'est vraiment la Ah, mécanique centrale. ça, c'est la première fois qu'on le voit dans notre podcast. C'est pas faux. Du square grid fait contraste avec l'hexagon grid ou Tout à l'octogone fait. grid. Et Mm. le Texat, et là je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un ensemble de manœuvres compétitives qui permettent de neutraliser l'opposant sans l'éliminer, si je comprends bien. Comme par exemple le vol, la défausse forcée, des choses comme ça. Hmm. Parce que c'est vrai que la D'accord. définition en anglaise me laisse perplexe. Et j'ai dû expliquer un jeu en anglais hier. Je Dur. sais pas. Déjà que, en fait, le jeu. Alors, Soupçon, c'est très bien, mais les gens qui ont écrit les règles, mais c'est vraiment les règles les plus mal écrites que j'ai jamais vues de ma vie. Et j'en ai lu des livres des règles, hein, j'en ai lu pas mal. Mais alors, un exemple, c'est pas un livre de règles. On peut pas Hum. dire voici comment jouer, il y a un exemple. Ça ne marche pas. Mais figure-toi que j'ai écouté il y a 2-3 heures une partie de l'émission de Ludum de la semaine dernière. Tu sais, où ils font sur YouTube, ils font un petit actu des jeux. Ouais. Décousu, je crois que ça s'appelle. Bref, c'est Ils la ont première fois repris que sur j'écoutais. Spotify, c'est depuis le 9 avril, il y a plus rien. Ah Ludum, bah écoute, ouais. depuis le 9 bah non, non, je crois que c'était celle de la semaine dernière. Bon, je me trompe peut-être. En tout cas, Ah, du peut-être mois peut-être d'avril, et qui sont juste plus sur YouTube, hein. ouais, ouais, peut-être. Et en tout cas, il parlait de soupçons. Et il disait, je crois que c'est à propos de ce jeu-là qu'il disait la même chose que toi, que les règles étaient pas très bien écrites et que apparemment l'éditeur de Soupçon, il a fait d'autres jeux et c'était pas très bien écrit non plus. Apparemment, mais bon, je le trompe peut-être. L'info serait à vérifier. Oui, oui, bon, on faisait clairement de l'ombre à Ludum, hein. Mais bon, voilà. Bon, en tout Que, cas, que, que, pour que- que oui, vas-y. peuvent-ils, avec leurs 955 vues contre nos 14 de la semaine dernière? Tout à fait. Attends, en plus, tu comptes sur YouTube là? Ah oui, 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 donc, bah donc, oui. donc nos 0 vues de la semaine dernière, j'imagine. J'ai pas regardé, mais quoi qu'il en soit, attends, reprenons notre classement. Moi, écoute, à ce moment-là, je voudrais te proposer de transiger et de le mettre cinquième. Eh Entre ben, Toy très bien. Battle et Altered. Ça te va? Ça me va. Ok. Alors attends, je le note immédiatement. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Je propose de passer à la suite. Oui, tout à fait. J'ai une question à te poser avant de passer à la suite. Oui. On a dit, on n'est pas obligé de garder ce passage, hein, tu peux éventuellement le couper. On Mhm. a dit que peut-être on proposait à notre communauté de choisir la question de la semaine. Ouais. En vrai, est-ce que ce serait pas plus logique de leur faire choisir le let's play? Non, parce que ils vont choisir des trucs que j'ai pas envie de jouer. Non, mais c'est une très bonne remarque. Je me posais juste la question. Ok, ok. Bah, donc passons. Alors que nous pouvons répondre à toutes les questions. Parce que nous sommes des gens Tout à fait. sachants. Nous Tout sommes à fait, tout à fait. des personnes de science. Bien sûr. L'un Eh ben, d'entre ça me nous a un va. doctorat. Tout à fait. Eh oui. Ah, Question de la semaine? question de la semaine. Question de la semaine. La question de la semaine. Mais avant, est-ce que je peux te narrer une anecdote? Oui, mais nar, vas-y.
Alors, j'avais parlé de trucs en stock, il y a pas longtemps et du coup, j'y ai Mmh. joué. Truc en stock, du coup, tu as, 3 diagrammes de veine. Chaque diagramme de veine, il y a un thème. Un des thèmes, c'était inflammable et OK. c'était moi qui étais guide, je devais placer les cartes et les premières cartes que je devais placer, il y avait le soleil et franchement, moi, je me suis dit: soleil, c'est inflammable, ça fait Mmh. des flammes». Et je me suis dit: «À coup sûr, il y a forcément quelqu'un qui va râler pour dire que le soleil est pas inflammable, tout ça, tout ça». Et forcément, ça n'a pas raté. On a fini le jeu, il y a quelqu'un qui a fait: «Mais le soleil, c'est pas inflammable». Et il me fait: «Oui», et du coup, il me dit: «Oui, moi, je suis docteur en physique, je sais que c'est pas inflammable». Il fait: «Non, moi, je refuse, le l'argument Mmh. d'autorité. Ouais, Tu ouais. es pas docteur en choses inflammables, que je sache». Le le mec a un doctorat en moteur des explosions. Ah merde! Ah, pas Du de chance. coup bah, du coup, si. Si, le mec est docteur en choses inflammables, quoi. Mais en vrai, OK, mais on est d'accord que le soleil, par définition, c'est une boule de gaz enflammée? Et non, mais non, selon ce docteur en choses inflammables, Mmh. heu, le soleil est une explosion nucléaire qui est différent du phénomène physique du feu, de la réaction physique du feu, qui est une réaction entre quelque chose, un comburant, et Ah! de l'oxygène. OK. Ah non, mais oui, là, c'est imbattable effectivement. Mais moi alors moi j'étais d'accord avec ça et je me disais: «Mais oui, mais le soleil en lui-même est un comburant, il manque juste de l'oxygène sur le soleil, sinon ça brûlerait». Du coup, en soi, le soleil est inflammable, c'est juste qu'on ne l'enflamme pas par manque d'oxygène. Oui, parce que, est-ce qu'on pourrait imaginer un autre gaz que l'oxygène comme comburant? Et ben, s'il existe, bah, peut-être, mais du coup ce n'est plus, inflammable, Bah, ouais. c'est une autre réaction chimique. Ah! J'imagine, j'en sais rien, Bah, beh, ouais, ouais, mais moi je suis pas docteur excellente en question. Après, cela dit, je pense que truc en stock comme Codename, ça marche plutôt sur enfin, peut-être qu'on n'est pas tout à fait à cheval sur les définitions, physiques, des termes, tu vois? Je pense que c'est une question de champ lexical, surtout. du coup, c'est un jeu, qui pose des problématiques qu'on n'avait pas forcément besoin dans notre vie. Voilà, Ouais, c'est tout ce que j'ai voilà. envie de dire. Ouais, il a flex, franchement, il a flex et tu eu raison de te battre pour ton morceau de viande. Ouais, mais ce n'est pas la question de la semaine. La question de la semaine, c'était quoi? Est-ce que les C'est Kickstarter, c'est bien pour les jeux de société? alors, bah, du coup, qu'en penses-tu? Alors, j'ai préparé un texte. Mmh. Je peux le lire, en style chronique, si tu le souhaites, mais je l'ai aussi découpé en petits thèmes, ou si tu veux, je peux te donner, les petits thèmes que j'ai faits, et on peut discuter des thèmes, au fur et Bah, à mesure, ou toi, tu as peut-être peut-être que une autre organisation, comme tu veux. eh ben, non, mais moi j'avais 3 petits thèmes. Moi j'ai écrit 2-3 petits trucs, hein, pour baquer ce que je disais. Mais je pense que nos thèmes, se rejoignent. Du coup, je te propose la deuxième solution, Mmh, tu me donnes tes thèmes et si je n'ai rien à y dire, tu peux faire ton laïus et sinon, on OK. en discute. Alors moi, j'ai, donc quelques thèmes. Mon premier thème, c'était le fait que Kickstarter apporte de la diversité, heu, Ah! aux jeux de société. Ah bah, ça j'ai pas marqué ça. Ah, bah. Mon deuxième thème, c'est les effets pervers des stretch goals. Ah bah, ça, ben, on est vraiment pas partis sur la même, Bon, bah, parfait, ouais, donc on OK. va se compléter. Mon troisième thème, c'est l'effet pervers des pledges. Mon quatrième thème, c'est la question de la confiance et de la j'ai appelé ça livraison, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le jeu va arriver à terme ou pas? Et après, j'ai une dernière question qui est la question des jeux de niche et des jeux à licence. Ah bah, Voilà. ça j'avais un peu. Non mais je veux bien que tu fasses ta chronique parce que du coup je me languis d'entendre tout cela. OK, OK. Ma position initiale avant de réfléchir à cette question, c'était de dire Kickstarter, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est que ça a bousculé un peu le jeu de société. Tout d'un coup, j'ai eu le sentiment, peut-être erroné d'ailleurs, parce que j'ai pas vérifié le CV des gens, mais que tu avais des gens qui étaient un petit peu en dehors de l'industrie, qui ont Mmh. pu tenter l'aventure, proposer leur projet, ou même éventuellement, pourquoi pas, des gens qui sont dans l'industrie, des créatifs, mais qui veulent tenter un pari que l'éditeur refuse, qu'ils n'ont pas réussi à convaincre, quelque chose qu'ils peuvent proposer directement au public. Et donc, tu peux, comme ça, voir apparaître des jeux qui sortent de l'ordinaire, par le thème, par la mécanique, voire par le modèle éditorial. Altered est un bon exemple. Altered, ça a bien fait un Kickstarter, je suis pas fou. Oui, je crois, hein.
Oui, ça Oui, ça oui, ça si, si, commence oui, mal, oui. oui, oui, ça commence Oui, oui, je le cite plus tard en plus. Du coup, le modèle de Kickstarter, de ce point de vue-là, il a 2 vertus. Soit il finance le jeu, tout simplement, soit si c'est trop juste, il va au moins servir, comme pour les jeux vidéo, ça se fait beaucoup, il va montrer aux investisseurs la viabilité du projet pour permettre par la suite des levées de fonds supplémentaires. Mmh. Il me semble avoir lu que c'était le cas de Root, par exemple, qui a pu se refaire financer par la suite. Imaginez ne pas avoir route juste parce que les gens n'avaient pas backé. J'aurais backé si, j'étais, un fervent défenseur de Kickstarter à l'époque, hein. Tout à fait. Donc ça, c'était en gros le positif que j'avais à dire sur Kickstarter, et le reste est plutôt négatif. Ah. Kickstarter, pour moi, a un premier problème, enfin deux problèmes que j'ai identifiés, me semble-t-il. Kickstarter, il met en place une certaine manière d'envisager une campagne et un financement, et ça se repose sur 2 outils qui sont les stretch goals et les pledges. Alors, je vais expliquer ce que c'est, mais grosso modo, et de manière résumée, c'est 2 outils qui permettent d'engager la communauté qu'on essaye de construire dans le financement. Alors, les stretch goals, selon moi, ça fabrique des jeux qui finalement deviennent chers et bordéliques. D'abord, on va quand même faire le constat que Kickstarter, c'est méga cher pour les jeux de société. D'abord parce que les jeux de société que vous faites sur Kickstarter, a priori, sauf succès énorme, ils sont pas forcément tirés à 10 000 exemplaires, et donc tu profites pas des économies d'échelle de la production d'un gros jeu chez un éditeur classique. Ou Alors même... Ouais, pardon. ouais, là, en vrai, je suis pas sûr parce que certes, du coup, il y a quand même pas mal de jeux qui sont énormes, sur Kickstarter, mais tous les jeux qui sont sur Kickstarter sont pas des jeux énormes. Ah non, 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 je dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la mécanique des stretch goals... Oh, Mmh. ok, non, je reformule. Je pense que sur des jeux qui se veulent importants, avec un petit peu de matériel, avec Ouais. une grosse boîte, le mécanique des stretch goals va avoir tendance à les boursoufler. C'est ça que je veux dire par là. Évidemment que tu peux faire des petits jeux sur Kickstarter, mais je pensais à ces jeux qui vont déjà être un peu chers Mmh. et qui, pour convaincre leur communauté, vont mettre en place ces stretch goals et du coup vont devenir encore plus gros avec encore plus de matériel, etc. Par exemple, la mécanique des stretch goals, c'est de dire j'ai besoin de 10 000 € pour financer mon jeu. Et si on atteint le palier des 10 000 €, s'il y a suffisamment de bakers, peut-être à 12 000 €, je rajouterai un sablier. Et puis à 13 000 €, mes figurines, je vais les peindre au lieu de les laisser grises, etc., etc. Et moi, j'ai participé à quelques campagnes de jeux de société sur Kickstarter. Notamment, on a participé tous les deux à Don't Starve. Et Don't Starve, effectivement, à chaque fois qu'on passait un palier, il y avait une extension, un machin, un nouveau pack de figurines, un nouveau truc. Et finalement, tu te retrouves avec l'augmentation des stretch goals sur des jeux qui vont peut-être pas potentiellement te coûter plus cher parce que tu as déjà baké et donc tu as déjà choisi, je vais le voir après, un pledge. Mais par contre, tu vas te retrouver avec un jeu beaucoup plus gros, beaucoup plus dense, alors que on a défini dans un épisode précédent qu'il y avait un intérêt à l'élégance et au matériel mesuré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Enfin, surtout, je suis pas d'accord, mais oui. ah, ok, ok. Et en plus, on peut imaginer que quand tu prépares tes pledges, pardon, quand tu prépares tes stretch goals et tes Kickstarter, tu as tendance à inclure le coût de ce matériel spécifique dans ton jeu de base. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que ça a tendance ainsi, éventuellement, j'en sais rien, j'ai jamais fait de campagne, à gonfler le prix des jeux. Est-ce que tu veux réagir sur ce point? Ouais, c'est vrai que alors il y a 2 choses. Déjà, la première chose, c'est que, parfois, il y a des éditeurs et peut-être, c'était pas le cas au début de Kickstarter, mais c'est le cas maintenant, qui se servent de Kickstarter un peu comme, d'une prévente. Où le jeu, il va pas du tout être différent, du jeu en boutique, ou même il y a des stretch goals, mais en fait les stretch goals, tu les aurais pas atteints, ils seraient quand même dans le jeu. C'est vraiment juste, pour faire une illusion, de stretch et en fait, le jeu, ben, juste tu l'as acheté avant qu'il sorte en boutique, quoi et tu l'as acheté avant qu'il y ait, quelconque critique. Là, tu es vraiment dans une logique, du jeu vidéo où, tu précommandes le jeu, quoi. Mmh. Le fait, ben, que, là, il y a de la surenchère, où on va te sortir le jeu, l'extension
le matériel, qui est vraiment top qualité, mais en fait qui n'est absolument pas nécessaire, voire même, Mmh. du coup, tu te retrouves avec la moitié de la boîte qui ne sert plus à rien parce qu'il est remplacé par une autre moitié et c'est bien, enfin, enfin, il y a des gens qui aiment bien du bon matériel, qui aiment bien ça, Mmh. ça me gêne beaucoup moins. Quand je le relirai mes notes et ben, je trouverai quelque chose d'autre à dire. Voilà. Mais tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple, ça me fait mal d'en parler, mais pour reprendre l'exemple de Don't Starve, qui est un jeu vidéo que j'adore énormément, tu vois, bah, il n'y avait pas eu les pledges et le matériel supplémentaire. Est-ce qu'on n'aurait pas, toi comme moi, pas eu à payer 60 balles de frais de port ou 40 balles de frais de port, je me souviens plus. Tu vois, par exemple, parce qu'il y a cette question-là aussi des frais de port. Oui, oui. Voilà, Bah, moi j'ai le sentiment que les stretch goals, quand ils promettent du matériel et quand c'est pas une prévente, ont tendance à artificiellement gonfler la taille et le prix des jeux. parce que en fait, pour un jeu qui, en fait, vaudrait 70 balles, tu un peu poussé à la consommation, de par, le fait de l'exclusivité. Il y a vraiment, cette mécanique où on te dit: «Vite, tu n'as plus que 2 jours». Je sais plus comment on Oui. dit ça là. Je sais pas, c'est de l'incitation, de l'urgence. Ouais, oui, c'est ça, on te met en situation d'urgence pour que tu prennes des décisions irrationnelles et qui te fait dépenser beaucoup et je trouve, c'est un des fils de l'arnaque qui est assez connu et qui est utilisé ostentatoirement, sur Kickstarter. Je sais que c'est le jeu, mais bon Hmm. et que en fait, il y a des éditeurs qui s'en plaignent de dire qu'en fait, ils n'ont pas le choix de faire des stretch goals parce qu'il y en avait qui avaient déjà essayé sans stretch Hmm. goals, ça marche pas. Oui, non, mais c'est logique. Enfin, moi, je comprends très bien l'intérêt d'en faire et pourquoi c'est essentiel d'en faire. D'autant plus que je pense que il y a une grande partie des bakers qui ont déjà baké avant. Tu vois ce que je veux dire et qui sont habitués à ce format de campagne, quoi. Mais bon, bah, il faut pas oublier que ça a, à mon avis, des effets de bord qui sont pas forcément bons pour le créateur du jeu, en fait. C'est ça que je veux dire par là. Je développe ça avec les pledges. Les pledges, différemment des... Donc les stretch goals, ça va concerner l'évolution globale de la cagnotte du créateur. Et à chaque fois que cette cagnotte passe un palier, le créateur rajoute quelque chose, peut rajouter quelque chose, en tout cas est incité à rajouter quelque chose. Les pledges, au contraire, c'est ce que vous allez, vous, personnellement payer. Et donc, généralement, il y a un projet Kickstarter, pas forcément que des jeux de société, pour vous pousser à prendre la plus grosse somme possible, on va rajouter des choses dans votre pledge. Par exemple, on va dire, bah, vous, ce qui vous intéresse, c'est une boîte de jeux de société. Mais regardez, pour 5 euros de plus, vous avez une boîte de jeux de société et un mug. Ou vous avez deux boîtes de jeux de société. Vous avez une boîte de jeux de société et un t-shirt. Voilà. C'est ce genre de mécanique-là. Et puis il va y avoir des packs boutiques où tu peux prendre 5 ou 10 boîtes parce que tu vas les mettre en vente chez toi. Enfin, il y a plein de systèmes possibles. Mais en tout cas, il y a certaines campagnes où moi j'ai entendu les créateurs expliquer qu'ils s'étaient fait un peu piéger par la difficulté logistique et productive des pledges. C'est-à-dire que on va dire, bah tiens, on va promettre des t-shirts pour inciter les gens à acheter. Et au final, bah, les t-shirts, ça coûte cher, c'est chiant à envoyer, il y a des problèmes de taille, il y a des retours. Et finalement, tu te retrouves à créer un ensemble de contreparties, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mmh. Et ces contreparties, eh ben, elles viennent gréver ton budget en réalité de manière assez intense. Et par exemple, on sort un tout petit peu du jeu de société, mais pas trop non plus. Un actual play, donc un jeu de rôle filmé que je suis sur Twitch qui s'appelle La Bonne Auberge. La Bonne Auberge, ils ont très bien expliqué que dans leur premier financement participatif, ils s'étaient fait un peu manger leur marge par ces contreparties qu'ils avaient mal anticipées. Voilà, les affiches dédicacées, tu vois, ce genre de choses. Et donc, souvent, ça va du coup avoir deux conséquences. La Mmh. première conséquence, c'est que tu vas choisir des contreparties bah, qui sont moins bien parce qu'elles coûtent moins d'argent. J'ai pas d'exemple ou d'idée en tête, mais des Ah contreparties ça, c'est une qui c'est sont un pas réflexe de compliquées à faire. pauvre. Ouais. Nous, les nantis du jeu de société, on prend le max. Et après, il y a la deuxième question, surtout, c'est que tu vas imputer sur le prix de ton jeu de base, le pledge de base, les éventuels surcoûts que tu estimes devoir avoir à régler sur les pledges
qui ont des contreparties plus importantes. Et donc là encore, il me semble que ça va avoir tendance à grossir artificiellement le prix du jeu. Est-ce que tu as la même analyse que moi sur cette question ou pas? Et que les stretch goals grossissent artificiellement le prix du jeu? Bah, stretch goal et pledge en fait, je pense qu'ils participent du même système. Bah, je sais pas, parce que en fait, tu vas avoir des choses qui déjà ne sont pas accessibles ailleurs et du coup, ils jouent un peu là-dessus. Hmm. Ce qui fait qu'effectivement, tu vas payer cher des choses qui ne sont pas essentielles ni même, nécessaires au jeu, cher. Quand Hmm. même plus cher que ce qui est censé être, parce qu'en fait, justement, il y a toute cette mécanique derrière que tu as décrite, effectivement. Et ce n'est ni agréable pour, enfin, j'imagine que certains se font une marge, mais il y en a certains qui font ça que pour les stretch goals, justement. Et donc, ça donne des contraintes en plus pour l'éditeur. Toi, ben, tu as du bordel en plus. Finalement, Hmm. est-ce que tout le monde est content? Je ne suis pas sûr. Bah, je sais pas, en vrai, c'est le même débat que les éditions collector de jeux vidéo ou les choses comme ça. Ouais. En Ah, ça fait vendre. La fait, dernière fois, dans les éditions collector, ça fait vendre. oui, non, mais c'est Là, ça. je sais pas, hein. C'est ça. Mais en fait, la question de Kickstarter, j'ai l'impression que c'est ce qui se dégage de notre interaction pour l'instant, c'est qu'en fait, il y a la question de est-ce que tu participes ponctuellement à une campagne parce qu'il y a un jeu qui t'intéresse, ou est-ce que tu participes assidûment à une campagne parce que tu fais partie du public ciblé par le jeu. J'en parle juste après. Mais avant, il y a un dernier élément plus général pour moi, mais là qui est intrinsèque à Kickstarter, c'est que Kickstarter repose sur une question de confiance. Moi, ça m'est déjà arrivé à titre personnel de financer des trucs qui ne sont jamais sortis, ou qui sont mal sortis, ou qui sont sortis défectueux, pas forcément des jeux de société d'ailleurs, mais des trucs électroniques ou que sais-je. Il y a des projets qui sont parfois mal préparés, ou qui sont mal vendus, ou qui sont survendus. Et c'est, bah, pour le coup, ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient, parce que Heu, évidemment, tu as pas de moyen de te retourner, c'est mort, si, ça ne fonctionne pas. En revanche, c'est ce qui fait aussi le sel du truc, c'est que tu participes à une aventure incertaine. Tu apportes ton soutien à un créateur dont tu ne sais pas s'il va y arriver. Le but, c'est justement de participer à cet effort collectif, quoi. Mais ça peut aussi donner des dérives. Je sais pas si tu connais cette histoire-là, mais moi je suis encore traumatisé, encore du jeu de rôle, je suis désolé, pas du jeu de société, mais par le Kickstarter, d'Aventure, qui était le jeu de rôle Ah qui oui, était, oui. dirigé par Maillard avec, Joueur du Grenier et qui a durablement stoppé l'activité professionnelle de Maillard, mais là pour des questions de malversation, de choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, baquer, baker, je sais pas comment on dit, un projet Kickstarter, ça nécessite une confiance, et ça nécessite des gages de la part du créateur. Enfin, ça nécessite en tout cas d'avoir conscience que c'est pas parce que vous bakez un projet, quelle que soit sa taille, qu'au final il y a une boîte de jeu, que la boîte de jeu est conforme à vos attentes, etc. La plupart du temps c'est le cas et Dieu merci, mais voilà, Kickstarter n'est pas responsable de la bonne tenue du projet. Ça reste un risque. Et comme on l'a vu avec le jeu de société, en tout cas, c'est un risque qui est cher. Ouais, ouais, Quelque chose sur ce point, mon loulou, ou pas? bah, non, je pense que tu as fait quand même pas mal le tour. J'ai encore un thème. Vas-y, vas-y. Alors, en fait, Kickstarter, j'ai l'impression que mon idée de base, qui était de dire que ça allait apporter de la variété, ça allait être chouette, on allait voir des choses différentes, etc. Ça s'est un petit peu perdu au profit des jeux de niche et des jeux à licence. Je m'explique. Est-ce que Kickstarter génère des jeux originaux ou en tout cas des jeux inattendus? Je me suis amusé à faire la liste des 10 projets les mieux financés de Kickstarter. Ouais, ouais. Il y a Cosmere, Frosthaven, Kingdom Death Monster 1.5, je sais même pas ce que c'est, Avatar Legends, The Role-Playing Game, Marvel Zombie, Exploding Kittens, The Witcher Old World, Slay the Spire, Battletech Mercenaries, The Seventh Continent, Altered. Ce que je constate, c'est que, à part deux trois, ce sont principalement des jeux issus d'une grosse licence. Non, c'est-à-dire des jeux qui, en fait, correspondent au modèle un peu de la prévente, comme tu l'indiquais tout à Bon, l'heure. C'est-à-dire que Exploding Kittens, ça a été connu justement grâce à je suis Kickstarter. d'accord avec toi. Exploding Kitten est la grosse exception de la liste. Mais tous les autres, en fait, ça s'inscrit dans l'adaptation d'une licence aux médias jeux de société. Et on va aller chercher une communauté dont on sait qu'elle va venir soutenir le jeu. Et on sait qu'on part pas sur un projet inconnu pour le public. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Et du coup, ça va, me semble-t-il, mécaniquement, pas forcément faire des mauvais jeux, pas forcément faire des jeux pas originaux, sur le plan des mécaniques du moins, mais par contre, ça va forcément faire des jeux spectaculaires, qui doivent plaire à la niche considérée, Mmh. et on peut se demander si intrinsèquement ce sont des bons jeux. Je dis ça, ça dépend du cas par cas. Il y a plein de gens très bien qui font des jeux à licence. Je rêverais d'avoir le jeu Slay the Spire, même si malheureusement il coûte 100 €. Mais du coup, en fait, j'aurais deux questions à te poser pour finir mon intervention. Et Mmh. ma première question, ce serait, est-ce que Kickstarter est toujours quelque chose qui génère des jeux originaux ou est-ce que Kickstarter génère des gros jeux pour des grosses licences, pour des grosses communautés de fans? Ah, et bah, cette réponse, moi, je dirais Kickstarter. En tout cas, d'ailleurs, il y a une nuance qu'on a oublié de préciser au début, parce qu'on parle beaucoup de Kickstarter. En fait, moi, je pense qu'on devrait plutôt parler des, sites de financement participatif. Parce que, Oui, tout à fait. parce qu'il y a pas que Kickstarter, mais d'ailleurs, la plupart des grosses boîtes d'édition qui font du financement participatif, ils vont plus sur GameFound maintenant ou, Oui, les oui. français, Ulule. Du coup, ben, on va dire Kickstarter pour simplifier parce que Oui, 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 oui. parce T'as tout à fait de raison. toute façon, moi, je vais me tromper et on est déjà parti là-dessus. Sur Kickstarter, il y a quand même des jeux qui existent, qui auraient été invendables en boutique s'ils étaient sortis comme Mmh, ça. Je parle de Etherfield, de Tainted Grail, de Massive Darkness, de Root, qui, en fait, sont des jeux énormes qui, du coup, coûtent plus de 100 €. Bah, tous les jeux, de Vital Lacerda, qui ont coûté pas moins de 80, maintenant, tous les jeux, ils sortent à 120-130 €. Speakeasy, là, il est sorti à 130 €. Il y a pas un marché suffisant pour dire que les boutiques vont en acheter et dire que ça va bien se faire. Là, il faut vraiment de la précommande et même, ben, en fait, s'il y a pas assez de précommande et ben, tant pis, le jeu restera à l'état de rêve. mmh. Après, ça n'empêche pas, bah, du coup, toutes les dérives que tu as dites, que ce sont les versions de luxe. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'une version de luxe d'un jeu qui est déjà énorme? Est-ce que la boîte énorme, elle doit pas être de luxe de base? Mmh. C'était quoi la question? Ah, ma question, bah, c'était est-ce que tu penses que Kickstarter génère encore ou principalement des jeux originaux, ou est-ce qu'il génère plutôt des nouvelles manières de traire les fans de grosses licences? Ah non, je pense que les 2 mon capichef, hein, bah, typiquement, là, il y avait, j'en avais parlé d'ailleurs, le Kickstarter de Blue Dozen Clock Tower, qui est un Oui, jeu qui est vendu en boutique, qui est pas vendu en boutique en France. Enfin, qui est pas d'accord. vendu en traduction française. La traduction française, elle est passée par le Kickstarter. Mmh, Pourquoi? Pourquoi? Beh, parce qu'en fait, on sait pas si le public, il est là, quoi, et que le jeu, il coûte cher. bien sûr. Mais après là, c'est je trouve que c'est vraiment des décisions éditoriales de dire: «OK, on veut prendre le moins de risques possible, on va» bah, comme tu l'as dit, hein, on cherche du coup, des gens intéressés sur Kickstarter, sur tous les sites de financement participatif et si, il y a beaucoup de gens intéressés et ben, il y a des financements qui vont arriver, on va essayer de lancer ça en boutique. Après il y en a qui Mmh, abusent, comme toujours. mmh, C'est d'ailleurs, c'était le modèle économique de Cool Minis ou Simon, comme certains l'appellent, qui faisait qu'ils sortent un jeu, un énorme jeu, ils gagnent de la thune qu'ils gagnent, c'est pour financer le jeu d'après et ouais. la machine, elle s'est enrayée, il y a un jeu qui a pas pu sortir à temps, les financements, enfin toute leur caisse a été engloutie, par les taxes américaines, faillite. Ouais. Alors qu'en fait, bah, ils ont fait des super jeux, bah, ils ont fait Zombicide, ils ont fait le jeu Cyberpunk, pas le TCG mais l'autre, Massive Darkness, ils ont fait Rising Sun, un jeu extraordinaire. Faudrait que je le fasse jouer Ah grave. et sinon, bah, comme j'ai dit, bon, il y avait des jeux, il y en a qui abusent, qui utilisent ça comme prévente. Non, en vrai, moi je trouve que prévente, Mmh. c'est un bon système. Ah ouais? Tu vois? Bah oui, parce que, heu, tu dis: «Écoutez, voilà, moi j'ai fait ce jeu-là, il est chouette. Y a-t-il des gens intéressés? Oui, bah, on le vend et on voit si on arrive à en convaincre suffisamment. Non, et bah, on se lance pas dans l'aventure». Mais tu vois, l'idée d'une prévente où du coup tu fais pas tous les stretch goals, tous les machins, je trouve que le truc est plutôt clair, tu vois? Nous, on a un jeu, il est prêt, il y a plus qu'à l'imprimer. Si on arrive à en vendre assez, on l'imprime. Si on n'arrive pas à en vendre assez, bah, tant pis.
Non, quand je parle de prévente, c'est qu'ils ont déjà prévu de le sortir, ils ont déjà prévu de l'éditer, ils ont déjà Ah! prévu de le faire sortir en boutique. Là, c'est vraiment, pour, augmenter la marge et dire: «Ah, on va outrepasser les boutiques, on va directement le vendre aux gens». Et ils l'auront peut-être même après que ça sorte en boutique, hein, de toute façon, ils auront déjà payé, tant pis, c'est pas grave. Ah ouais, oui, oui, non, moi je voyais ça comme quelque chose de très vertueux. Tu vois, par exemple, Fibre Tigre, dont tu parlais au début de l'épisode, Mmh. quand il vend un jeu de rôle, il dit, bah voilà, la maquette est faite, tout est prêt, il n'y a plus qu'à imprimer. Et donc là, est-ce que ça vous intéresse? Et c'est comme une sorte d'impression à la demande, presque, tu vois, en réalité. Il va en vendre évidemment, il va en faire évidemment plus et il va en mettre en boutique, mais la primeur va au baker, tu vois. Et c'est les bakers qui soutiennent le projet et qui lancent le projet. S'il n'est pas financé, bah, le projet n'est pas fait et il n'y en aura pas en boutique, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça plutôt sain. Il a quand même des stretch goals et des machins, Ouais, non, mais ça, oui, mais bon. ça s'entend. S'il y a pas assez de backers, de toute façon, le projet, il sortira pas. Oui, et puis mais ce que je veux dire, c'est des trucs qui font pas grossir le prix, pour le coup. Ouais, c'est des trucs raisonnables. C'est, bah, si tu prends plus, on va te faire une illustration, tu vois? Bon, bah, ça te fait pas grossir le prix, des 10 000 autres projets que tu vends, quoi, tu vois? Ouais. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, mon poulet? Alors, moi, je voulais parler des versions de luxe. On en a parlé, Ouais. avec des petites figurines et à la place des standees, les jeux inventables en boutique, bah, du coup, j'en ai parlé. Les éditeurs qui abusent, on en a parlé. L'émergence de nouvelles maisons d'édition, parce que ça, on Mmh. n'en parle pas. Enfin, il y a des maisons d'édition qui ont vu le jour grâce à Kickstarter. Bah, typiquement, Sight, grâce à Stonemaier Games. Stonemaier Games, ils ont commencé sur Kickstarter. OK. Awoken Realms, qui ont fait, Nemesis et d'autres jeux, qui sont très bien. Et du coup, en fait, je pense que c'est une bonne plateforme pour commencer. Tu cherches ta cible, tu cherches tes fans fidèles et du coup, ça te permettra d'être mieux implanté, de déjà pouvoir, venir avec des investisseurs avec, une base solide. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Mais sinon, je OK. pense que tu as tout dit. Oh, tu adorable. J'ai 2 questions pour toi. Ouais. La première qui vient de me venir, dans ta ludothèque, tu as combien de jeux, kickstartés? Dans ma ludothèque, j'ai combien de jeux kickstartés? Je dois en avoir, 3-4, peut-être OK. 5. Bah, Route, déjà? Ah, tu veux dire des jeux qui étaient en Kickstarter? Ou Oui, des pas jeux qui forcément que tu baké d'ailleurs. Enfin, je sais pas, j'avais pas, d'idée préconçue. parce que Root, moi je l'ai acheté en boutique. Tu l'as acheté en Après, boutique? ouais, moi je savais, enfin, j'ai appris qu'il était kickstarté après un moment quand même. Et ben, je sais pas parce qu'en fait, je sais pas quels sont les jeux qui étaient avant Kickstarter et qui Mmh. sont maintenant, vendus en boutique, hein. Mais du coup, je pense que je peux m'avancer sur 10. Ah! OK, OK. Tu vois, En moi, plus, j'ai sur la que je dois la avoir petite centaine que j'ai, moi j'ai une toute petite ouais, bibliothèque, tu vois? J'ai une oh bah, c'est ludothèque toute déjà pas nette. mal. Moi, je crois que j'ai que Exploding Kitten, à moins que je sois pas au courant que le jeu était kickstart. J'ai le jeu Stardew Valley, je sais pas s'il a été kickstarté ou pas. Ah si, il était kickstarté lui. Eh bah, donc 2. Voilà, j'en ai 2. Et je vais bientôt avoir Don't Starve, si Dieu le veut, l'année prochaine. Ouais. J'attends la sortie, le dilemme de la reine là, ah là là, qui a 2 ans de Et alors, retard déjà. ah mon Dieu, mais ça, tu vois, ça, c'est insupportable. C'est vrai que le délai est étonnamment long, je trouve. Je sais pas, je sais pas pour le dilemme de l'arène, mais pour Don't Starve, les mecs, ils ont fait des millions. Mmh mh. Avant même que le Kickstarter commence, ils nous ont dit: «Ce sera 2027». On a baké, fin 2025, je crois. Qu'est-ce qui prend autant de temps, à faire, quoi? Le jeu, il est prêt, il y a les photos, tout est Ouais, dessiné, surtout qu'on a déjà payé les frais de port là, c'est bizarre quand même. mais oui, c'est trop chelou, je ne comprends pas. Payer les frais de port quand on veut le Et truc. ouais et j'ai cherché, un petit peu, hein, j'ai pas non plus, cherché des heures, mais j'ai cherché sur le site, de l'éditeur, du concepteur, le site qu'ils utilisent pour gérer, les pledges là, je sais plus Mmh comment ça mh. s'appelle. J'ai pas Manager. trouvé de réponse. Oui, pledge manager, ouais. Et bon, bref, enfin bon, bref. C'est vrai Ah, que les délais sont peut-être longs. qu'il y a plus de réponses sur, Twitter, maintenant X, ou sur leur Discord. Ah, peut-être, peut-être. C'est vrai, le Discord, j'ai pas pensé. Et Ouais. après, j'ai une autre question pour toi, Mmh mh. d'ouverture un petit peu. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer une plateforme de financement participatif qui limiterait les défauts et qui
magnifierait les qualités qu'on vient d'évoquer pour Kickstarter. Comment tu verrais ça, une plateforme, je veux pas dire vertueuse, parce que c'est pas Kickstarter est pas vertueux, mais la plateforme du futur, tiens. Voilà, tu poses de questions très pertinentes, hein, moins de pouces au risque, hein, je sais pas, Bah, alors, j'avais réfléchi à quelques idées, si tu veux. vas-y. Tu me dis ce que tu en penses. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait un contrôle de la faisabilité du projet Mmh. avant sa soumission par la plateforme, tu vois? C'est-à-dire que la plateforme, qu'elle prend une sorte de risque, enfin, elle prend pas un risque, mais elle s'assure, sans non plus endosser la responsabilité en cas d'échec, que le projet est sérieux, tu vois? Ouais. Je sais pas, elle regarde les documents comptables, ou elle regarde un business plan, enfin, tu vois, voilà, qui est une sorte d'examen avant soumission du projet de la solidité de ton projet, quoi. J'avoue que c'est un petit peu difficile parce que ça pose la question de la sélection et c'est jamais, évident. Mais en tout cas, peut-être on pourrait s'orienter vers ça. Peut-être avec une meilleure transparence des coûts pour le baker. Souvent, quand tu fondes un projet, tu as éventuellement un camembert, Ouais. assez rapidement fait qui te montre quelque chose de plus fourni. Après, je pense évidemment, tu t'en doutes, vu, ce que j'ai raconté, une limitation de l'influence de ces stretch goals et de ces pledges, donc de ces contreparties. Mmh. Voilà, c'était les 3 idées que j'avais là comme ça. Mais en tout cas, moi, l'idée de dire: «Je viens avec un projet complètement terminé, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non», et donc d'être véritablement dans une prévente, sans essayer de squeezer les boutiques, mais plutôt dans l'idée de: «Personne d'autre n'a voulu le faire, du coup je le fais avec Kickstarter». Ouais. Moi, je trouve que c'est assez vertueux. J'aime beaucoup Non, mais cette idée-là. je suis OK, hein, et peut-être que, privilégier les petits éditeurs plutôt que les gros mastodontes qui, où on sait qui vont pouvoir sortir le jeu quoi qu'il se passe. Tout à fait. Non, mais c'est sûr que si demain, je sais pas, je cherche un gros éditeur, si demain Yellow, ou n'importe quel autre, hein, j'aurais pu reprendre, Mmh. si Yellow, fait un Kickstarter, tu vois, tu lèves un sourcil, tu dis: «Bah, effectivement, pourquoi ne pas le sortir comme d'habitude? Est-ce que c'est pas pour circuiter, les intermédiaires, quoi?» Ouais, 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 c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi que les ventes directement sur leur site étaient un petit pointés du doigt. Parce que, du coup, ils vendent directement, aux clients, sans passer par les boutiques, sans passer par les distributeurs. Est-ce est-ce une bonne chose? Moi, je j'ai pas d'avis là-dessus, hein. Non, non, mais bon, du coup, si on résume un petit peu nos positions, j'ai l'impression que je suis un peu sévère, peut-être, avec Kickstarter, et que toi, tu plutôt, Non, non, mais plutôt positif? je partage, ton avis sur, enfin pas les dangers, mais les dérives. Bah, justement, moi je critique le fait qu'on te pense à l'immédiateté, de prendre les stretch goals parce que, c'est la seule façon d'avoir des choses qui sont uniques et qui ne seront vues nulle part ailleurs, et tu as que 2 jours pour pledger et tu auras par contre, te ton gain potentiel si jamais la boîte ne fait pas faillite dans 2 ans. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, il y a des effets pervers. Il y a des effets pervers et surtout, il n'y a absolument aucune promesse de recevoir quoi que ce soit. Normalement, Eh oui. Kickstarter, c'est, tu aides, tu encourages, une association, une entreprise, dans ce qu'il fait. Dans ce que bah, ce qu'avait fait Hoopla d'ailleurs. Hoopla qui avait dit: On a un Kickstarter, parce que, on est dans le mal, du coup si vous aimez ce qu'on fait, donnez-nous de l'argent et on vous donnera rien. Enfin si, on vous donnera un truc, mais c'est juste histoire de dire qu'on vous donne un truc». Ah oui, oui, c'est vraiment un appel aux dons, là. Ah oui, mais c'était un appel, oui, 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 voilà. Mais est-ce que c'était, pas un peu le but de Kickstarter à la base? Je crois que si. Ah, j'avais le sentiment, mais je connais pas l'histoire de Kickstarter, j'avais le sentiment quand même que ça a toujours été attaché à un projet, déterminé, tu vois? Ah oui, non, mais Heu, c'est mmh, vouloir encourager un projet. oui, Mais voilà. mais quoique après j'ai déjà vu, sur Kickstarter, je crois qu'il y a une section, pour encourager des initiatives, on va dire plus que des projets, physiques, ou en tout cas des produits. Ouais. Quoi qu'il en soit, Mmh. c'est un outil de plus pour que des gens, puissent sortir des jeux de société, et donc ça reste important.
quelles que soient toutes les critiques éventuelles qu'on puisse formuler contre Kickstarter, c'est des critiques qui n'enlèvent pas que ça reste un bel outil. Qui sait, si ça se trouve, dans 2 ans, on fera un Kickstarter pour un jeu, tu vois, on sait pas. Bah oui, qui sait? D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment pour dire notre jeu de la semaine, notre proto de la semaine? Oh là là, mais quelle transition! Quelle Et- transition! Vas-y, vas-y. Attends, faut mettre quand même une petite musique là, petite musique, Jingle, jingle. jingle. Les protos. Alors, du coup, mon proto, qui s'appelle Slightly Slower Than Light, SSTL, je ne soutiens toujours pas l'Allemagne nazie, est un jeu semi-compétitif. Oh non, il triche déjà le bâtard. Du coup, SSTL, ça se joue avec 2 plateaux, et chacun a un vaisseau. Les vaisseaux, il y a un petit jeton arme et un petit jeton bouclier, et on a aussi une centaine de cartes. C'est un jeu qui se joue Ah oui. entre 4 et 10 joueurs. On a 2 équipes qui jouent en coopération, mais qui sont l'une contre l'autre. Et le but de chaque équipe est de détruire le vaisseau de l'autre. On commence donc avec 5 points de vie. Pour ceux qui ont déjà joué, on se rappellera de Captain Sonar. Du coup, comment ça joue? Dans le vaisseau, il y a 5 modules. Il y a la salle de pilotage, la salle de bouclier, la salle des armes, la salle des moteurs et l'infirmerie. La salle du vaisseau permet de faire avancer ou faire reculer le vaisseau. La salle de pilotage permet de faire avancer ou reculer le vaisseau. Le vaisseau fait 3 cases sur un espace de 5 cases possibles. Ce qui fait qu'il y a 3 endroits possibles pour le vaisseau, tout en arrière, au milieu ou tout devant. L'arme laser peut se déplacer sur le vaisseau. Du coup, l'arme peut être à l'arrière du vaisseau, au milieu du vaisseau ou tout devant. C'est tout pareil pour le bouclier. Il peut être à l'arrière, au milieu ou tout devant. La salle des moteurs permet d'inverser les moteurs, ce qui permet d'aller en arrière. Ou de remettre le moteur dans le sens standard, ce qui permet d'aller vers l'avant. Lorsqu'on se fait tirer dessus et qu'on est dans une salle et qui prend le tir, on tombe dans les pommes. Il faut que quelqu'un nous emmène à l'infirmerie. Sinon, on est dans les pommes. Et maintenant, comment ça se joue? Sur les cartes, il y a toujours 2 actions différentes et une action de base qu'on va pouvoir faire. Les actions sont déplacer l'arme d'une case, tirer avec l'arme, déplacer le bouclier, inverser les moteurs, utiliser les machines, faire un bisou magique, ça c'est pour l'infirmerie. Mhm. L'action de base, c'est se déplacer. Du coup, on se déplace d'autant de cases qu'on veut dans le vaisseau. Il faut être à la bonne salle pour utiliser la bonne action. Se déplacer permet de se déplacer à un collègue inconscient. Maintenant, un tour de jeu, ça se passe en 2 étapes. On discute d'abord de ce qu'on va faire, de nous donner une stratégie, sans discuter des cartes qu'on a en main. On ne sait pas qui va faire quoi dans la stratégie qu'on va donner. Ensuite, tout le monde pioche 3 cartes. Enfin, on va faire un tour de chaque joueur. D'abord le joueur d'une équipe, ensuite le joueur de l'autre équipe, ensuite le joueur de l'équipe, ensuite le joueur de l'équipe, jusqu'à ce que tout le monde ait joué 2 cartes. L'équipe avec des membres encore en vie ou un vaisseau encore en état de fonctionner gagne la partie. Hmm. C'est tout mon jeu. Et c'est vachement bien. Alors, donc, ça veut dire que dans un tour de jeu, tu peux annihiler potentiellement une action d'un autre joueur en fonction des cartes que tu joues. Non, parce qu'il y a que 2 places dans la salle des armes. Enfin, il y a 2 places il y a 2 Ah, places ok. dans toutes les salles. C'est ça que j'ai oublié de le dire. Ce qui fait que tu peux pas dire tout le monde va dans la salle des armes et on tire comme des bourrins. Faut parfois sortir. Soit si t'as pas la bonne carte, t'as rien à faire là, du coup faut sortir, faut qu'il y ait quelqu'un qui re-rentre, faut que du coup maintenant il utilise sa carte. Non, c'est galère. Hmm. Ça ressemble. Ah putain, j'avais une idée, ça me faisait penser à un autre jeu. Et je l'ai mangé. Tu pensais à J'aurais dû le FTL, noter. oui, oui, c'est clairement pompé, hein. Oui, ça faisait penser un peu à FTL. Mais j'avais un jeu de société en tête. Ah. Je me souviens plus. Mais du coup, 100 cartes, ça fait beaucoup, non? Vu que tu peux avoir 10 joueurs qui jouent, Ah, oui, 10 qui prennent joueurs. chacun 3 cartes, ça fait 30 Ouais, ouais. cartes, 30 cartes la première manche. On peut se limiter à ça, hein. On peut dire, bah, il y a 30 Ouais, cartes ouais. et toutes les cartes sont prises. C'était histoire de dire que en fait, 2 joueurs peuvent avoir la même carte. Non, non, mais j'avais loupé les 10 joueurs. Et tu vois, rêvons un peu. En design, t'imagines ça comme quelque chose comment, de très technologique. J'avais pensé Euh, pomper le style de FTL.
D'accord, d'accord. Mais c'est un très joli style FTL, donc un petit peu pixel art, C'est ça, ouais, un peu pixel assez art, net, un avec peu coloré aussi. et ouais, avec avec des angles bien carrés, des salles, Ouais, ouais. ouais, une logique, très très cartésienne, Hmm. Ok, ok. Non, non, et mais moi je trouve que le jeu est très sympa. j'avais imaginé mettre des augmentations, de vaisseaux, mais je sais pas trop comment rajouter ça. Du coup, pour Ouais. l'instant, il y en a pas. Voilà. Non, bah écoute, c'est déjà pas mal. Au début, quand tu m'as raconté l'espace de 5 cases et le vaisseau qui peut reculer ou quoi. Ah, bah ça me faisait penser à la bataille navale. Je suis con, tout simplement. Ah! Non, bah, parce que, du coup, c'est pour dire que, ben, à la fois, il faut gérer l'endroit où est son laser et en même temps, il faut gérer l'endroit où est son vaisseau. Ce qui fait que si Dieu ils font n'importe quoi, ben, c'est chiant, quoi. Donc c'est pas mal et j'aime bien la communication contrainte. Comme dans SkyTeam qu'on avait déjà fait ensemble. Et oui. Bah, Mm. là, je me suis un peu inspiré de Tech Time, où faut Mm. discuter d'une stratégie, mais on ne sait pas qui va faire quoi. Ouais, ouais. Putain, Et c'est dur Take Time. C'est vrai qu'on a joué à ça. et là, c'est quand même un peu plus joueur, c'est quand même un peu moins calculatoire. Tu peux me redonner le nom complet de ton jeu? Slightly slower than light. Ah, le nom est trop bien. Parce que faut quand même faire beaucoup de choses pour avancer, quoi. Ok, bah écoute, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et est-ce que ça fera partie de la liste de jeux que tu penses prototyper? Ou est-ce que bon, c'est un petit jeu comme ça pour l'épisode, mais Bah, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, si j'ai le temps. Parce que là, il y a quand même un peu plus à prototyper que juste des cartes. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en matériel, t'imagines un vaisseau imprimé sur carton ou un vrai truc en 3D, un truc en plastoc? Ah non, non, ouais, je pense que c'est plus un truc en carton parce qu'en fait, il faut Hmm. qu'il se slide et en fait, il faut que pouvoir poser des petits bonhommes en bois dedans. Du coup, si c'est un vrai vaisseau, peut-être dans la version Kickstarter, il y aura un vrai vaisseau, mais sinon, ouais, Très bien. c'est un peu énorme pour, pas grand-chose. Ok, ok. Ok, ok. Ben, merci beaucoup pour cette proposition. Et toi donc, quelle est ta position? Alors, moi, je te propose un jeu qui s'appelle La Thèse. Oh! Alors, La Thèse, c'est un jeu coopératif à 4 joueurs où chacun des joueurs va incarner une émotion dans la tête d'un doctorant. Donc, Ah, soit la OK. discipline, soit la flemme, soit la peur, soit l'ambition. Et donc ensemble, tous les joueurs qui sont dans la tête du doctorant doivent réussir à amener ce doctorant jusqu'à sa soutenance en gardant sous contrôle 3 jauges. Le stress du doctorant, la motivation du doctorant et le budget du doctorant. Si le stress atteint 10, c'est terminé, la partie est finie, game over. Si la motivation ou le budget tombe à 0, game over aussi. Chaque joueur a un paquet de 12 cartes qui vont être liées à son émotion. Et ces cartes, sur chacune d'entre elles, elles ont 2 valeurs, une en prudence et une en audace. Mmh. Ok, ça va jusque-là? Ouais. À chaque tour, les joueurs piochent 3 cartes qui vont être leurs cartes donc liées à son émotion, des cartes d'action. Et on va aussi révéler un événement. C'est une situation de la thèse, genre ton directeur de thèse répond plus à tes mails, genre tu dois payer un gros truc et tu as plus avoir d'argent, tu dois aller à une convention par exemple, ou que sais-je. Et donc à chaque fois, pour chacun des événements, tu vas avoir un choix à faire. Soit la prudence, soit l'audace, mais toujours 2 choix par événement. Et donc, pour chacun de ces 2 choix, le choix indique quelles jauges vont être influencées. Est-ce que ça va influencer le budget, la motivation ou le stress du doctorant? Mmh. Mais on ne sait pas de combien. Les joueurs discutent entre eux, chacun incarnant l'émotion qu'il a choisie, et ils choisissent secrètement une des 3 cartes actions qu'ils ont en main. Ils les révèlent, on additionne les scores prudence et audace, et on choisit le choix qui est sur la carte événement, et on ajuste les jauges en conséquence, parce que quand tu retournes la carte, tu sais de combien exactement les jauges sont impactées. Ouais. En Ah, cas, en cas d'éga... attends, Ouais. pourquoi les jeux sont impactés différemment? Oui, 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 tout à fait. C'est pas forcément en fonction du choix que tu fais, prudence ou audace, les jauges devront être impactées de manière différente. D'accord. Hop, 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 hop. S'il y a une égalité, chaque événement a une émotion dominante, et c'est du coup cette émotion dominante qui tranche.
Par exemple, si le directeur de thèse ne te répond plus, on peut imaginer que c'est le pardon, qu'est-ce que j'avais dit comme émotion? Blablabla. Si le directeur de thèse te répond plus, ça va être la peur, par exemple, qui va être dominante sur cet événement-là. Et donc, c'est elle qui choisira si éventuellement les scores de prudence et d'audace sont à égalité après avoir additionné toutes les cartes. Bref, on fait tous les événements comme ça, en essayant de maintenir les jauges pour qu'il n'y ait pas un game over. Et les 4 dernières cartes événements du paquet, c'est la soutenance. Et lors de la soutenance, ces 4 cartes-là spéciales vont fonctionner exactement comme un événement, mais vont rajouter une contrainte. Par exemple, les 4 joueurs doivent être unanimes et tous choisir prudence ou audace. Par exemple, il doit y avoir une majorité 3 contre 1. Par exemple, les joueurs doivent se démerder pour... il y en a 2 qui choisissent prudence, il y en a 2 qui choisissent audace, mais il y a un des 2 qui gagne, puisque c'est pas forcément les mêmes scores sur les cartes que tu choisis. Si tu rates une seule épreuve de soutenance, ou si une jauge lâche à l'occasion d'un événement de soutenance, c'est perdu. Si tu réussis ces 4 cartes, c'est validé. En gros, pour te résumer le truc, Mhm. c'est Reigns, c'est le jeu Reigns sur téléphone, Oui, oui, oui. mais coopératif et couplé à vice-versa. C'est D'accord. tout, c'est mon jeu. J'y crois très moyennement. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais du coup, pourquoi c'est coopératif? Parce que l'idée, c'est que tu vas avoir une succession d'événements où tu vas avoir à chaque fois 2 choix possibles et les 4 joueurs doivent se mettre d'accord sur ce que le personnage va faire, tu vois? C'était l'idée, c'était d'essayer de faire en sorte que les joueurs se mettent d'accord sur ce que va être la thèse, la vie, de ce Ouais, doctorant. mais ce serait clairement plus intéressant que chaque joueur ait un doit faire basculer le taser dans une des extrémités des curseurs et les cartes modifient, par exemple, deux choses à la fois et du coup, on est toujours amené à essayer de pousser le doctorant, dans un retranchement ou dans un autre. Et oui, mais ça, c'est parce que toi, ton âme est compétitive, mais moi, mon âme coopérative, elle trouve ça super Ah oui! de se mettre tous d'accord. Mais du coup, c'est limite un jeu solo. Bah non, bah, c'est pas un jeu solo parce que, justement, tu vas piocher 3 cartes. Mmh. Chaque joueur pioche 3 cartes pour chaque événement. Ces cartes-là, c'est pas forcément celles qu'il voudrait, tu vois? Il va devoir essayer de choisir, Ouais, d'accord. la moins pire en fonction de son Ouais, objectif. d'accord, je vois, je vois, je vois, je vois. D'accord, OK, ah bah, non, mais très bien, intéressant. Du coup, tu ne Bon, comptes pas le prototyper? non. Non, 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 c'est ce que j'allais dire, je compte pas le prototyper. D'ailleurs, j'ai pas d'idée de design ou quoi, Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de prototyper, enfin, au moins de faire le design du jeu Street Fighter de la semaine dernière, Ouais. là. Et putain, c'est dur, beaucoup plus dur que ce que je pensais, je suis pas sûr d'y Ah arriver. bah, ça faire des designs de corps, qui, arrivent à s'empiler et sur Oui, plusieurs positions différentes, oui, oui. oui, bah, là, j'ai abandonné le corps, je fais juste des bâtons et j'essaye déjà de faire marcher le jeu comme ça. Eh bien, chers auditeurs, chers éditeurs qui nous écoutent, si vous trouvez que ce jeu vaut la peine d'être réalisé, de sortir de l'esprit magnifique, qu'est celui de Richard, contactez-nous et mettez-nous un pouce en l'air pour nous dire: «Continuez les gars, on veut vous donner de l'argent». En attendant, est-ce que c'est pas le moment de proposer à nos auditeurs de donner de l'argent à des éditeurs? Avec un jeu qui nous fait de l'œil. Ah! Parce que je croyais que C'était une je croyais transition. qu'on avait ouvert tu sais là, les sites là où on donne de l'argent, parce qu'on est sympa et cool. Ah, tu genre, on aurait un Patreon? Ouais, C'est ouais, ce c'est que tu veux dire? ça. Et bien sûr, il y aura des images not safe for work de nous. Ouais, ah, écoute, peut-être un jour on aura un Patreon, c'est vrai, qui sait? Oui, oui, oui. Bah, dès que nous atteindrons, 1000 abonnés, nous aurons un Patreon. Eh beh, écoute, l'engagement est fait. Mais attention, 1000 abonnés en cumulé ou sur une plateforme, Les gens le feront savoir en commentaire. très bien, très bien. Est-ce que je remets toute la responsabilité sur les gens potentiels qui nous écoutent? Peut-être. Non. Oh, excuse-moi. Et moi je ne fais que déléguer, hein, je suis pas là pour faire les choses moi-même, hein. Ah oui, mais c'est ça d'être un entrepreneur, hein. Ouais, bah, oui, bon allez, hop.
le jeu qui nous fait de Je vais l'œil. commencer avec mon histoire là, de proto. Je te laisse commencer ton jeu. Ah bah écoute, c'est très Je gentil. serais salé si c'est exactement le même. Non, je pense pas. Alors, donc encore une fois, comme je le disais au début de l'épisode, je remercie mon compatriote Fabien Olicard, qui a parlé la semaine dernière d'un jeu qui a l'air charmé, qui s'appelle Petit Soldat. Donc Petit Soldat, Ah, c'est un jeu de Florent Baudry. J'ai l'impression que c'est son premier jeu, d'après BGG en tout cas. Et il fait ça avec Adrien Fenouillet. Adrien Fenouillet, on le connaît pour Le Jeu du Potager, Terry Stories ou Farm Me Up. C'est illustré par Paul Maffaillon, qui a fait Toy Battle, King of Tokyo et Tikal. Et c'est édité par Yellow. Donc, Yellow, Les Ruines perdues de Narak, SETI, Codenames, etc. Alors, je suis allé chercher le descriptif de ce jeu sur Yellow parce que je trouvais qu'il était tout à fait clair. Dans Petit Soldat, deux armées de figurines de soldats en plastique s'affrontent sur la table, utilisant les assiettes, les verres et tout ce qui se trouve à proximité comme abri ou comme point d'observation. Déplacez vos figurines, attaquez vos ennemis, cachez-vous derrière le beurrier et utilisez vos cartes pour des actions spéciales. Et ben donc, moi je trouve que ça a l'air méga bien. J'adore l'idée que tu joues au milieu de ta table, que tu débarrasses pas, que t'as pas besoin que ce soit clean. Tu sens qu'ils ont vraiment tout fait pour faciliter le truc. Par exemple, tu as des lacets et tu as un lacet pour te déplacer, donc tu sais exactement jusqu'où tu peux aller, un lacet pour toucher avec ton arme, et comme ça évite tout calcul, tout problème de ligne de vue, tu vois, comme dans des jeux de figurines. Et donc, je trouve que ça en fait un jeu hyper adaptable. Je trouve que le principe est génial. T'as vraiment cette impression qu'on recherchait dans Toy Battle, souviens-toi, d'avoir des petits jouets que t'avais quand t'étais petit et que tu retrouves dans une boîte de jeux. mhm. Donc vraiment, ça a l'air vraiment super chouette. Et en tout cas, c'est le jeu qui m'a fait de l'œil. Alors, Petit Soldat, moi j'avais vu des vidéos passer dessus. Ça avait clairement l'air de ressembler jeu de figurines d'initiation, hein. Ouais, bah c'est super comme ça, c'est très bien. En vrai, les jeux Ouais, de ouais, très bien, figurines, hein. ça a l'air chiant comme la pluie, tu vois, quand t'es pas dans le délire. Bah moi, ça, du coup, Ouais. ça me semble très très chouette, quoi. Ah, mais c'est complètement accessible, Mm. hein, au contraire. Oui, non, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, bah du coup, je Ah passe au bah mien. bien sûr. Une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un jeu solo qui s'appelle Kingdom Legacy Feudal Kingdom. Un jeu où vous avez revendiqué des terres, mais maintenant un royaume est à construire. Kingdom Legacy est une campagne solo unique qui durera 6 heures. Si vous êtes bon, plein d'exploration, d'enchantements et d'aventures, découvrez de nouvelles cartes et apprenez comment les exploiter à votre avantage afin de surmonter les nombreux défis qui vous attendent. Voilà ce que dit Loudoum. Mhm. Et oui, je vous pique vos descriptions alors que vous êtes nos concurrents. Non, vous n'êtes pas des concurrents, Vous vous êtes êtes nos des amis. collègues, nos amis, nos C'est ça. inspirations. Oui, tout à fait. Ils ne nous connaissent pas, mais bon. C'est un jeu qui a été fait par, hop, hop, là, par Jonathan Frexilius, qui a fait des extensions de Terraforming Mars, qui a fait Fate Defender Grim Im, Brawling Baron, qui a été illustré par Adobe Firefly. Ah, Dame! Mais oui, mais c'est le jeu qui s'est fait chier dessus parce que les illustrations faites par IA. Ah Ah là merde. là. Aïe, Ah aïe, là aïe, là là aïe, là. aïe, 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 Je n'ai aïe, pas fait mon aïe, travail aïe, jusqu'au bout et vous l'apprenez en direct. Ah, je plébiscite un jeu fait par IA, mais qui suis-je? Que Bah, fais-je? écoute, Dans quelle ça me étagère? rassure parce que je regardais le matériel pendant que tu parlais et je me disais, mais c'est pas très beau. Donc, ok, je Non, comprends. non, c'est pas très beau. La mécanique est intéressante. Hmm. Mais en même temps, moi j'ai envie de dire, Soupçon, c'est pas très beau non plus. Et pourtant, attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus? Est-ce que il y a dans Soupçon, tu comment c'est écrit Soupçon? Soupccdon. Des CCD en plus là. Il y a des cartes et il y a des cartes, ça aurait pu y avoir un petit effort de différenciation graphique parce qu'il y a des cartes de 1 à 9 et en fait, enfin, ouais, tu 2 sets de cartes de 1 à 9, c'est tout le jeu, Hmm. hein. Tu aurais pu te dire que sur les cartes qui sont visibles de tous, eh ben, il y a des petites illustrations pour donner un petit kink au jeu, mais pas du tout. Rien. C'est sec. Ok. La mécanique est géniale, soupçon, mais l'effort éditorial et illustratrice
et l'illustration, je souffle. Ouais, c'est vrai que c'est pas foufou. Après, c'est pas toujours facile Je ne d'avoir un design marquant à chaque fois, hein, mais bon, ouais, là, c'est non, pas j'ai conscience que je me fais pas que des amis en disant ça, mais moi je dis les termes, hein. non, Il y a des choses à dire, je les mais dis c'est et qu'on me dira pas que je les ai pas mais dit. quelle intégrité, mais donner une médaille à cet homme. Je pourrais changer mon discours en échange d'argent. Mais bon, donc tu étais en train de conseiller un jeu, développé par IA, on en était là. Ah oui, 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 merci de me rappeler, ma faute. Non, alors les jeux développés par IA, bon, bah, vous avez juste mis un illustrateur au chômage, hein, qui suis-je pour juger de vos des choix? Là, c'est quelle boîte qui fait ça? Freaks Game, mais j'imagine que c'est pas eux qui le vendent en France. Ceux qui les vendent, c'est, Intrafin. Oui, mais bon, c'est pas eux qui ont choisi de faire les illustrations par IA. Ouais, beh, non, mais alors, quand un jeu est relocalisé, il y a parfois une demande de la boîte d'édition Ah! de retravailler le design, d'améliorer certaines règles sur certains points. Typiquement, un truc en stock, c'était plutôt basé sur le compétitif. La relocalisation a remis, le jeu sur du Mmh. coopératif parce qu'ils trouvaient que ça marchait mieux comme ça. Là, Intrafin, travail moitié fait, quoi, Alors hein. attends, Encore une fois, je me fais pas que des j'ai amis, une hein. manière d'arranger tes bidons, tu prêt? Ouais, vas-y. Et alors le magnifique, plutôt que de nous donner un jeu qui vous fait de l'œil cette semaine, vous avez un coup de gueule à passer sur un jeu spécifique, c'est ça? Ah là là, ah tu es fort tu es un tigre, hein, en termes de restructuration du texte, Tu hein. sais, j'ai failli être avocat, hein, failli seulement, mais Ah tu aurais fait un merveilleux je suis pas avocat, sûr, hein, je suis pas sûr. avec toi, Sarkozy, il serait pas allé en prison 20 jours. Probablement que si, mais bon, peut-être sûrement plus. Oui, oh, c'était à peine le temps d'écrire un livre, hein, Ouais, il aurait pu écrire une trilogie grâce à toi. exactement, c'est vrai et on a perdu ça. Et tu dis encore les termes Non, d'ailleurs. alors Kingdom Legacy, si, vous êtes prêt à accepter de donner de l'argent à des gens qui font de l'IA, ça m'a l'air prometteur. En tout cas en termes de mécanique. Après voilà, chacun fait son choix. Non mais oui, voilà, effectivement, l'aspect graphique, c'est malheureux, détestable, mais ça n'enlève pas que, le jeu est peut-être intéressant, quoi. Oui, tout à fait. Bah, surtout qu'ils ont du coup ils en ont sorti 3, hein, des Kingdom Legacy, hein. Avec, des designs, peut-être différents, je ne sais pas. Ah oui, ce que Je j'allais te vais demander, vous dire ouais. ça tout de suite. Investigation en direct. Les temps de latence seront coupés. Et non! Et non, parce que sur Distant Land, il y a un designer. Ah, Non, pas du tout, c'est pas du tout le designer. Il n'y a pas de designer. Il n'y a pas d'illustrateur. Il y a juste, l'auteur. bon, bah, écoute, voilà, c'est leur modèle économique. Après, petit jeu à campagne, une promesse de 6 heures pour 14 €. Ça peut expliquer le prix, Mmh, hein. Ça peut oui, expliquer le oui, prix. cela dit, effectivement, bon, écoutez, Mais, est-ce que, il aurait pas fallu mettre, 3-5 € de plus par boîte pour, payer quelqu'un, bon, écoutez, pour heu, continuer à faire vivre le monde? un énième podcast de jeux de société, production des Lunomonistes, ne cautionne pas ce modèle économique, mais voit du potentiel dans les mécaniques de ce jeu. Tout à fait. Ah merci d'avoir bien résumé ma Et pensée. je vous en prie, avec plaisir. Bon, suite à ce petit couac, en en direct, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Mot de la fin, un mot de la fin, eh bien écoute, tellurique. Ah! J'aurais dit voie lactée. Ah bah écoute, on est dans les sciences nat, c'est toujours bien. Eh oui, oui, oui. Non, mais du coup, est-ce que Est-ce qu'on annonce? ouais, est-ce qu'il faut annoncer, les différents, sujets que nos auditonautes pourront choisir pour l'épisode 15? Parce que le temps Oui, 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 oui. le temps que, ils fassent,
que cet épisode sorte, que nous on enregistre l'épisode 14, il y aura peut-être pas le temps de faire le sondage. Mais est-ce que ça veut dire qu'après, on va pas être tout le temps décalé? Non, c'est bon. Bah si, on sera tout dans décalé. C'est pas nul. Peut-être on peut dire le sondage. Ça, si, Ah, ben non, bah oui, c'est vrai, attends, je suis bête, oui. ça, si le sondage on sort sur Insta et du coup là ça marche. Ouais, bah du coup, on va faire ça. Et là je peux même pas demander aux gens de me mettre en commentaire parce qu'ils auront pas le temps. Eh ben non, on va sortir le sondage sur Insta. Comme ça, on Voilà. l'ouvre 2 jours. Et puis, quand on aura 4 réponses, eh ben on choisit le thème et comme ça, on peut travailler dessus. Et ben, si vous écoutez cet épisode, allez sur Insta, vous aurez la réponse du sondage, parce qu'il sera peut-être trop tard. Eh oui, oui, bah, voilà. Nous allons désormais prendre l'habitude, poser des questions, non, pardon. Nous allons désormais prendre l'habitude de vous demander votre avis sur le thème que nous devrons traiter la prochaine fois. Ce se passera sur Instagram. Peut-être TikTok? Eh ben, très bien. Est-ce qu'il y a des sondages sur TikTok, monsieur TikTok? Non, il n'y a pas de sondage sur TikTok. Aïe, 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 c'est la tristesse. Donc ce sera Instagram. Ah ouais, ouais, faut bien une infériorité à TikTok, hein. Il y a TikTok Shop, hein, maintenant. Est-ce qu'il y a Instagram Shop? Je ne crois pas. Je sais rien. Est-ce que c'est tant mieux? Je pense. Je sais pas. Peut-être. Oui, sûrement. Bon allez, bonne soirée ou Bonne journée. Bon quinzaine. appétit. Bonne quinzaine. Salut.